Merci beaucoup de me céder la parole. Je voudrais rapidement remercier les organisateurs du colloque et notamment M. Rakoto Draasso et ainsi que Mme Tréjo de nous donner cette opportunité, nous les cadres territoriaux, de nous exprimer dans un cadre universitaire auquel on est moins habitué, il faut le dire. Alors moi, je vais vous parler de la responsabilité de leurs donateurs et donc de l'élu local et donc des cadres territoriaux que nous sommes. Je ne reviendrai pas sur les définitions, puisque M. Baougne et M. Dalmer en ont largement parlé. Pour faire schématique, le compte financier unique, c'est la somme du compte administratif et du compte de gestion qu'on a un peu toiletté et qu'on a, soi-disant, essayé de simplifier. Alors, moi, la question que je voudrais soumettre au débat et sur laquelle je souhaiterais échanger avec vous, elle est de savoir dans quelle mesure ce compte financier unique va impacter la responsabilité de l'ordonnateur et de facto le sacro-saint principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Et j'aime bien, avant de prendre position sur un avis, aller ouvrir un petit peu mes chakras et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, en Europe, sur le même type de domaine. Donc je vous invite à venir faire un petit tour d'Europe rapide avec moi. Alors, j'ai pris 3 exemples, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, mais on pourrait en prendre d'autres. Puis la Grande-Bretagne fait-elle partie de l'Europe encore? Sur l'Italie, jusqu'à un passé récent, l'Italie était dotée d'un pacte de responsabilité interne, l'équivalent chez nous de notre pacte de confiance, d'ailleurs qui s'appelle pacte de confiance, qui s'appelle, Monsieur Gagnon, participation au redressement. Donc nous, on a appelé pacte de confiance. Et les collectivités italiennes ont des comptes qui intègrent des ratios similaires aux nôtres, notamment le ratio dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement, le taux d'administration, c'est-à-dire les agents publics par rapport à la population résidente, mais également des ratios que nous n'avons pas dans nos comptes, comme le taux de couverture des coûts des services publics, mais par rapport à la demande de la population, et non pas un taux mathématique sans comparaison, et puis également des taux, ou du moins des éléments sur la manière dont la collectivité travaille pour lutter contre la fraude fiscale. Et la particularité également des comptes en Italie, c'est qu'ils intègrent les dépenses réalisées par les sociétés extérieures comme les SPL. Vous savez que les SPL, l'outil à la mode, là, le INAOS, et du coup, qui permet parfois de faire de l'extra-budgétaire sans le dire. Donc en Italie, ils ont pris le parti pris d'intégrer ces dépenses-là dans le compte équivalent chez nous au compte administratif, mais qui est un compte financier unique quelque part. Ils n'ont pas vraiment de bilan, de ce que j'ai pu lire, ils n'ont pas vraiment de bilan au sens gestion de l'actif, mais par contre, ils ont des états, ce qu'ils appellent des états valorisés. Donc c'est plus synthétique que ce que nous demande le compte financier unique, c'est moins poussé, mais ils intègrent quand même une démarche patrimoniale succincte. Et puis surtout, les comptables et les agents des collectivités, et notamment les financiers. J'en vois là au fond de la salle, à droite, il y a un groupe regroupé de collègues des cadres territoriaux des finances, ont l'obligation de rendre compte tous les semestres de l'évolution de la maîtrise de la dépense. Et au compte financier qu'on appelle nous unique, est annexé un document qui est signé par le maire, enfin par l'exécutif, en l'occurrence le maire, c'est l'exécutif, l'ordonnateur, qui est signé également par la Chambre régionale des comptes et qui est signé par le directeur financier. Donc ces 3 parties-là s'engagent, et y compris le directeur financier. Et les sanctions peuvent être très lourdes, parce qu'elles peuvent aller jusqu'à une diminution de la rémunération des élus, mais également de la rémunération des membres du conseil municipal et du directeur financier. Donc le cadre, en l'occurrence territorial, est un pivot dans l'accomplissement de ce pacte de stabilité. Ils n'ont pas de comptabilité de rattachement, contrairement à la France, et par contre, ils ont un calcul de coûts qu'ils estiment, eux, assez poussé. Alors, en Espagne, on est encore dans le sud de l'Europe, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès, mais
En Espagne, vous savez que l'Espagne a un fort taux d'autonomie régionale. Ils ont des fortes communautés autonomes. Et on a beaucoup entendu parler de la Catalogne ces derniers mois et des rebondissements politiques. On a pendant des années entendu parler du Pays Basque à l'époque. Et aujourd'hui, l'Espagne s'est engagée dans un plan d'harmonisation entre le central et le local, et notamment vis-à-vis des communautés autonomes. Donc, ils ont un plan général de comptabilité publique qu'ils ont fait coller ou qu'ils sont en train de faire coller avec la comptabilité privée. Aujourd'hui, ce plan ressemble beaucoup à l'M14 que nous pratiquons dans les communes et il est en train d'évoluer. Et par ailleurs, le compte financier des collectivités insère également des indicateurs de coûts et de bonne gestion des politiques publiques. Il y a un trésorier qui est responsable de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses. Et il y a à côté du trésorier ce qu'ils appellent un interventor, c'est-à-dire un salarié de la collectivité qui est au-dessus du trésorier et qui contrôle la régularité des opérations financières au niveau de l'exécution et des dépenses et également au niveau de la présentation financière et du respect des normes. Et en fait, l'interventor, il est obligé de faire ce qu'ils appellent un plan annuel d'audit. En métropole, à La Réunion aussi, on est en train de se doter, nous, dans les collectivités locales, de services de contrôle interne et d'audit interne. C'est encore tout neuf, mais à terme, on pourrait imaginer être dans cette démarche, en effet, d'audit. Alors, a priori, la certification n'est pas obligatoire, mais par contre, il y a un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Au niveau du bilan, puisque c'est une question récurrente, ils ont une comptabilité des IMO qui est basée sur les amortissements. Et par contre, pour tout ce qui est infra, il n'y a visiblement pas d'amortissement. Alors peut-être que monsieur Chapeau, va pouvoir nous donner ses secrets sur les amortissements par rapport à la question qu'il a posée tout à l'heure. Chapard, pardon. Mais visiblement, c'est aussi une question qui demeure d'actualité dans la comptabilité publique de l'Espagne. Et enfin, parce que je ne voudrais pas faire un cours sur l'Europe, sur la Grande-Bretagne, les collectivités sont responsables de la tenue de leur comptabilité. Donc on a bien des ordonnateurs et des comptables qui sont des personnes différentes, mais le comptable est un agent de la collectivité locale. Ils ont une certification des comptes qui est faite par les experts comptables, qui sont considérés comme une autorité indépendante. Et puis, ils ont une comptabilité patrimoniale relativement poussée et différencient vraiment la comptabilisation soit par coût historique, soit dans certains cas par l'estimation d'une valeur de revente, ce qui permet d'approcher quand même nettement mieux la valeur d'un patrimoine plutôt que reprendre le coût historique des années 1943, quand je n'étais pas née. Et puis, ils ont un code de bonne pratique comptable qui visiblement n'a pas de valeur juridique, mais qui est un petit peu, on va dire, un fil directeur du réseau des financiers en Grande-Bretagne. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Par contre, je vous signale une étude très intéressante faite par les élèves administrateurs stagiaires de la promotion Jean Villard de l'INET, qui ne traite pas de la comptabilité en Europe, mais par contre qui traite de l'autonomie financière et du sentiment d'autonomie financière dans les collectivités locales et qui rejoint un peu nos préoccupations et qui est intéressant de lire. Alors, en France maintenant, en quoi ce nouveau compte interroge-t-il la responsabilité de l'ordonnateur ? On a vu donc nous que dans les illustrations que j'ai présentées, que dans tous les cas, la collectivité est responsable de la tenue de la comptabilité, qu'il y a des ordonnateurs et des comptables qui sont séparés, mais qui sont tous des agents des collectivités locales. Pour ma part, je pense que ce compte financier unique, accompagné de toutes les réformes qui sont en cours, va réellement faire peser davantage de responsabilités sur l'ordonnateur. Pourquoi ? Pour 3 raisons principales. La première, c'est que c'est bien l'ordonnateur qui va présenter le compte devant l'Assemblée délibérante, même si aujourd'hui les responsabilités sont encore partagées avec le comptable, mais in fine, c'est l'ordonnateur qui va présenter le compte financier unique devant les élus. Et de surcroît, le compte financier unique, celui qui sera soumis à certification s'il l'est, il devra être très clair sur la question de l'actif,
sur la question de la trésorerie, sur la question des fonds propres, de la dette, etc. Enfin, tout le haut de bilan, comme on l'appelle dans le privé, qui, pour toute entreprise privée, tout acteur économique, est un élément important d'évaluation de sa gestion. Nous, dans les collectivités locales, on s'en préoccupe peu, mais tout acteur économique analyse son bilan et analyse son actif. Et donc, je pense que c'est une opportunité pour nous de prendre un peu la main sur cette gestion de l'actif, parce que la gestion du patrimoine fait partie pour moi d'un levier de la stratégie financière et devrait en elle-même être une politique publique. Et aujourd'hui, et en toute humilité je le dis, on est quand même relativement faible, j'ai envie de dire. Si on vient nous interroger sur la gestion de l'actif, on répond oui, on s'intéresse, mais bon, c'est pas nous, c'est le comptable, alors on va voir le comptable. Le comptable dit oui, mais vous êtes bien gentil, nous on n'a plus d'effectifs, et puis on a besoin de vos données. Et puis après, on a le contrôle de la Chambre régionale des comptes qui vient. Et puis là, tout d'un coup, ah oui, c'est un sujet très intéressant. En effet, depuis 4 ans, nous sommes en travaux avec la comptabilité publique pour améliorer le transfert du compte 23 au compte 21, pour améliorer notre gestion de l'actif. Et puis les années passent et je pense qu'on est toujours, franchement, un peu juste sur notre travail en la matière. Et là, moi, je le vis en tout cas comme une opportunité de prendre ce dossier à bras le corps et de sensibiliser nos élus et notre hiérarchie sur le sujet, parce qu'il est vrai qu'en comité de direction, avec des exécutifs et des élus, franchement, ce n'est pas des sujets qui vont les passionner de leur dire, bon, alors aujourd'hui, on va faire une réunion de travail sur l'actif, ou sur le compte 23, encore moins. Donc, voilà la première raison. La deuxième raison pour laquelle je pense que la responsabilité de l'ordonnateur sera renforcée, c'est qu'aujourd'hui, le CFU va interroger un peu plus de manière technique cette fois-ci le rôle actuel du comptable public dans la production des documents. On a vu qu'une première partie de compte financier unique va reprendre des états revisités du compte administratif et ne fera plus apparaître, je parle souvent de contrôle, un état important qui est l'état de la présentation de l'exécution budgétaire et qui est un état qui montre l'état de consommation des crédits issus du compte de gestion actuellement et qui, quelque part, est un document qui permet d'être un fait générateur dans l'appréciation de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable. Cet état-là ne figurera plus ou ne figurerait plus dans la nouvelle maquette. Et donc, quelque part, forcément, le travail du comptable sera reconfiguré ou reformaté. Et la troisième raison, et la dernière, et pour moi c'est la principale, c'est que le CFU fait partie intégrante, on le voit, d'une succession de réformes en cours sur la gestion des collectivités locales. Et je vais citer 3 illustrations pour argumenter mon propos. La première réforme en cours, on en a parlé, mais du coup, c'est la question de l'agence comptable. On est quand même fortement incité par l'État pour y aller. J'ai emmené avec moi, je vais quand même vous lire quelques passages pour vous faire comprendre ce que je veux dire et vous faire ressentir ce que je veux dire, la lettre que le ministre a envoyée au maire. Je résume. Ça commence par « Un nombre croissant des collectivités territoriales ont développé en interne des compétences en matière financière et comptable et savent mettre en œuvre des processus de contrôle interne. » En gros, c'est ce que tu disais ce matin, Mourad, on est mûr. Là, les cadres territoriaux. Prenant acte de ces évolutions, et dans un souci d'efficience administrative, la DGFiP promeut différentes formules de mutualisation s'inscrivant dans la relation partenariale entre ordonnateurs et comptables. Alors, dans la perspective d'une certification des comptes qui implique le développement encore plus marqué de processus de contrôle interne et de maîtrise de la qualité comptable, s'il vous plaît, de la part des ordonnateurs, c'est bien écrit comme ça, nous avons souhaité donner une nouvelle impulsion à ce rapprochement sous la forme d'agences comptables qui amènerait la collectivité à exercer une responsabilité complète sur son activité comptable. C'est pourquoi l'article machin chouette de la loi de finances demande à se voir déléguer, alors permet aux collectivités à se voir déléguer, le mot de délégation en droit, il a vraiment un sens, se voir déléguer les fonctions comptables actuellement exercées par le comptable public, sous la forme d'agences comptables. Donc le texte prévoit bien sûr la convention,
Alors, dans le cadre de cette convention, la DGFiP mettra à disposition gratuite de l'ordonnateur l'ensemble des applications informatiques pour lui permettre d'exercer la délégation. Elle pourra également, s'il est prévu que l'agence est logée dans un immeuble dont elle est propriétaire, elle prévoit également de mettre à disposition gratuite les locaux. Et il en va également des équipements informatiques. Bref, pour la collectivité, les coûts je reprends mon terme, les coûts supportés par la collectivité consisteront principalement aux dépenses de personnel. Et tenez-vous bien, par la suite, ils disent, par ailleurs, comme nous comprenons l'hésitation de certaines collectivités à se lancer dans cette démarche, nous vous informons que la rémunération totale de l'agent comptable sera dans un premier temps prise en charge pour moitié par la DGFiP. Donc en clair, vous êtes très bon, on vous donne l'ordinateur, on vous donne les bureaux, on vous paye même un morceau de votre comptable. Enfin, bref, si ce n'est pas de la drague, je ne sais pas ce que c'est. Donc, inévitablement, on nous pousse, alors ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ça sera pour demain ou après-demain, on nous pousse vers ces agences comptables. Donc ça, c'est un premier élément de la réforme, enfin des réformes en cours. Le deuxième, qui est plus ancien et qui est moins spectaculaire, mais enfin qui donne le ton, c'est la question du contrôle hiérarchisé de la dépense. On en a parlé, on a travaillé beaucoup avec les comptables. En résumé, le nouveau décret là, je ne sais plus quelle année au demeurant, sur la gestion de la comptabilité publique prévoit que le comptable puisse alléger, 2012, ouais, merci, puisse alléger le contrôle en partenariat avec la collectivité en fonction des enjeux et des risques. En gros, on se met d'accord sur ce qu'on contrôle. Je caricature volontairement, c'est parce que c'est la fin de la journée et que je veux vous voir attentifs. Et enfin, le dernier exemple que je voulais citer, et on en a parlé, donc je ne reviendrai pas, c'est la question de la certification des comptes. Donc CFU plus certification des comptes, plus CHD, plus agence comptable, plus, ça veut dire, ma foi, l'ordonnateur reprend des responsabilités, c'est lui le chef, il assume et il va jusqu'au bout, en gros. Et du coup, je me suis amusée pour l'exercice d'aujourd'hui, de manière un peu provocatrice, à faire un petit schéma de ce que pourrait être la gestion de demain dans les collectivités locales. Je ne fais pas de pub pour personne, ni pour la ville de Paris, surtout pas. C'est juste que je voulais mettre une femme en mer et que voilà. Donc, je m'interroge. Je me dis peut-être que demain, nous serons dans cette configuration avec un maire, avec à sa gauche une directrice financière, qui, vous voyez, porte dans sa main le compte financier unique. À sa droite, un agent comptable, qui sera sûrement ou pas des collègues, j'allais dire perception, comme quoi je suis jeune mais je suis vieille, des péris, qui travaillera sous l'autorité de la directrice financière ou pas au demeurant, ou sous l'autorité d'un DGS ou d'un DGA. En dessous, j'ai mis le commissaire aux comptes, qui pour moi aura un rôle central pour la certification des comptes. Et puis, j'ai mis un juge. Parce que quand même, la responsabilisation, l'autonomie, la liberté, c'est très bien. Mais derrière, ça va, le pendant, c'est quand même le contrôle, c'est quand même quelque part la sanction dans des mesures correctes. Alors, on a parlé un peu ce matin, mais Monsieur le Président de la Chambre en parlerait mieux que moi, on a parlé un peu de la Cour de discipline budgétaire et financière. Le syndicat des juridictions financières a sorti un livret beige, qu'ils ont appelé livret beige, avec 5 grandes propositions de réforme où ils proposent de supprimer la CDBF. Donc on pourrait imaginer, et de transférer les compétences à des juges de droit commun. On pourrait imaginer demain soit un juge dans le cadre de la CDBF réformée ou supprimée avec un nouveau modèle, et qui pourrait du coup intégrer l'émission de la CDBF et juger, rendre responsable, juger les ordonnateurs et peut-être même les cadres que nous sommes sur des questions d'irrégularité budgétaire, comptable ou financière. Voilà, donc c'est un scénario sur lequel, évidemment, vous avez le loisir de réagir et de me contredire. Ça sera intéressant d'être d'ailleurs dans la contradiction. Et moi, je pense que c'est un scénario qui va dans le sens de l'histoire. Alors, je fais partie
de ceux qui ont travaillé étroitement. Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans en tant que directeur financier, j'avais l'habitude, à l'époque on appelait le percepteur, donc dès qu'on avait besoin d'une information, on appelait le percepteur. On avait besoin d'une information sur les contrats, on appelait le sous-préfet. Alors avant de faire quoi que ce soit, on appelait les uns et les autres. Et c'est vrai que je pense que depuis, la page va se tourner et que ce modèle que je présente, enfin ce modèle, cette image que je présente, elle va dans le sens de l'histoire et je la partage. Alors maintenant, est-ce que c'est suffisant? Oui, je vais accélérer. J'ai presque fini. Maintenant, est-ce que cette évolution est suffisante? Est-ce qu'elle va dans le sens de l'histoire? Oui. Est-ce que je la partage? Oui. Mais est-ce qu'elle est suffisante? Pour moi, pas encore. Et pour 2 raisons principales. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'accent est de plus en plus mis sur la responsabilité managériale et politique des deniers publics. La problématique n'est pas seulement d'être dans la régularité de la gestion locale, mais aussi dans sa pertinence. Or, même si de nouveaux ratios ont été intégrés dans ce compte financier unique, on n'est pas allé jusqu'à évaluer la performance de l'ordonnateur, ni même d'évaluer les politiques publiques. Et ensuite, je m'interroge sur une question centrale, qui pour moi me paraît centrale, c'est celle de la citoyenneté et de la démocratie. Il est certain que le compte financier unique est un outil de reconfiguration de la responsabilité de l'ordonnateur, mais à qui va-t-il servir? On en a peu parlé aujourd'hui. Va-t-il réellement servir aux experts, aux élus, aux préfets, aux chambres régionales des comptes ou à l'usager citoyen? Et pour moi, cette question, elle est centrale parce que sinon, si elle n'est pas posée, si elle n'est pas traitée, alors c'est le pacte de confiance entre les citoyens et nous qui sera remise en cause ou qui sera d'ailleurs pas du tout, qui ne fera pas l'objet d'une adhésion globale. Et il ne faut pas que le CFU soit un outil de l'intelligentsia pour l'intelligentsia. Et là, je pense que la transparence n'y est pas encore. Et pourtant, et je reviens sur un fondamental, un des fondamentaux, un fondamental, peu importe comment on le lit, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette et le recouvrement et la durée. Et pour conclure, il se trouve que j'ai eu la chance, moi, j'ai eu la chance de pouvoir assurer des fonctions d'animatrice et de régulateur, des fonctions d'animateur et de régulateur dans le cadre d'un atelier de travail, dans le cadre du grand débat national organisé par la préfecture. Et donc j'ai vu en effet autour de la table des citoyens qui étaient très très en attente du service public, qui avaient des grosses demandes vis-à-vis des élus locaux et des cadres territoriaux. Et c'est vrai que quand je vois le document, certes qui est beaucoup plus léger, c'est 100 pages, donc c'est beaucoup plus léger que le compte administratif et le compte de gestion. Mais quand je regarde le détail des tableaux à l'intérieur, je me dis qu'en termes de transparence et en termes de lisibilité pour le citoyen, on a peut-être encore un petit pas à faire. Et je vous remercie.